Donc, effectivement, j'aimerais introduire la notion de trou noir qui va être développée dans les 3 exposés suivants. Vous voyez ici les visages de certains des créateurs de ce que l'on appelle aujourd'hui un trou noir, en commençant par Einstein qui a créé la théorie qui les prédit, Schwarzschild dont on va parler, Oppenheimer qui joue un rôle très important dans l'histoire, Ray J. Wheeler, Kerr et Penrose, entre autres. Donc notre histoire commence pendant la guerre de 14-18. Einstein découvre les équations de la relativité générale en novembre 1915. Il envoie son travail sous forme d'épreuve à un collègue qui était sur le front russe, engagé comme officier dans l'armée allemande, Karl Schwarzschild. Et celui-là, 2 semaines après, trouve une première solution exacte des équations d'Einstein. Ça, c'est l'article de Schwarzschild. Et cette solution, ça c'est un extrait de son article, la voilà, c'est une structure de géométrie de l'espace-temps à 4 dimensions, avec une dimension pour le temps qui a ici un signe plus et 3 dimensions pour l'espace à symétrie sphérique avec ici des signes moins, et il l'a réécrit sous cette forme. On appelle ça aujourd'hui trou noir de Schwarzschild. Remarquons en passant que le mot Schwarzschild lui-même, le nom Schwarzschild veut dire bouclier noir, ce qui est assez remarquable. Donc cette solution est réécrite là, dans des notations plus usuelles, avec un signe moins pour la partie de la géométrie de l'espace-temps qui est liée au temps. Et vous voyez que si la constante grand R indice G ici était égale à 0, vous auriez en fait la géométrie de l'espace-temps plat de Minkowski en coordonnées polaires, r θ phi. Mais toute la différence est contenue dans cette quantité qui a les dimensions d'une longueur, parce qu'elle est divisée par la distance à ce qui devrait être le centre. Cette solution, dans l'esprit de Schwarzschild, représentait la façon dont une masse ponctuelle déforme la géométrie de l'espace-temps. Et elle contient donc cette quantité qui a les dimensions d'une longueur, qu'on appelle rayon de Schwarzschild ou rayon gravitationnel, qui est égale à la masse de cet objet dont on parle, multiplié par la constante de Newton, un facteur 2 et divisé par le carré de la vitesse de la lumière. Mais ce qui a été remarqué dès le début, c'est que ici, vous voyez, il y a l'inverse de 1 moins Rg sur R. Donc quand vous vous approchez de ce qui devrait être le centre de cet objet qui crée cette déformation, il y a quelque chose ici qui vaut 1 sur 0, donc c'est l'infini, et quelque chose ici qui vaut 0. Donc c'est ce qu'on a appelé pendant pratiquement 50 ans la singularité, enfin pendant 50 ans, la singularité de Schwarzschild, et qui n'a pas été comprise pendant 50 ans. Pendant longtemps, d'abord, si vous mettez un peu des chiffres, vous prenez la masse du Soleil, vous multipliez par la constante de Newton, divisé par le carré 1, vous trouvez que ça vaut 3 km. Donc ce rayon où il peut se passer des choses, il est à l'intérieur de la masse du Soleil, donc ça ne joue pas de rôle, puisque c'est pas la solution devrait être en l'absence de matière. Pour la Terre, c'est 1 cm. Donc pendant longtemps, il y a eu une attitude pragmatique et dire, bon, cette singularité, de toute façon, on ne la voit pas, donc elle n'a pas d'importance. Mais en même temps, il y a certaines personnes, en Angleterre, par exemple, Lodge a dit « Ah, mais peut-être ça veut dire que si un objet était suffisamment écrasé pour tenir à l'intérieur de ce rayon, la lumière ne pourrait pas en échapper. » À Paris, ici, en 1922, il y a eu des discussions entre Hadamard et Einstein sur ce qu'Einstein a appelé la catastrophe d'Hadamard. Qu'est-ce qui se passait si on voyait ça? En même temps, vous voyez, ici, c'est juste un florilège. Pendant des années, jusqu'en 1958, beaucoup d'auteurs ont dit oui, soit il y a une singularité, quelqu'un, le maître avait remarqué qu'elle était mathématiquement fictive, mais les autres disaient que sans doute elle ne peut pas exister dans la nature. Et même après la proposition d'Oppenheimer qui introduit la notion de trou noir, Wheeler, en 1958, a dit que ça n'est pas ça, ça ne peut pas exister dans la nature. Donc pendant 50 ans, on a rejeté l'idée que cette solution un peu particulière puisse être un objet réel dans l'univers. Comment est-ce que petit à petit les gens sont convaincus que ça correspondait à des objets réels dans l'univers? D'abord par des découvertes observationnelles et théoriques en astronomie et en astrophysique. La théorie de l'évolution des étoiles a été étudiée dans les années 20. Il a fallu inclure la relativité restreinte, la mécanique quantique, le principe d'exclusion pour comprendre qu'une étoile morte allait devenir froide, qu'il y avait une masse limite pour les étoiles mortes, une masse limite d'abord pour les naines blanches, puis après pour des étoiles
qui ne contiendrait que des neutrons, un stade encore plus ultime. Le concept d'étoile à neutrons est arrivé en 1934. Ce n'est qu'en 1938 que Bethe a compris en fait l'origine de l'énergie nucléaire, de la chaleur des étoiles. Et le travail très important est de 1939 d'Oppenheimer avec 2 étudiants. Un premier montrant que les étoiles à neutrons, qui étaient l'objet étoile morte le plus massif et le plus dense possible, allaient avoir une masse limite, qu'une étoile à neutrons ne peut pas avoir une masse plus grande que quelque chose. Et dans un deuxième travail, il a dit, mais si on va au-delà de cette masse limite, je prends la masse limite, je rajoute un neutron, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où Oppenheimer a compris, même si ça n'a pas été compris immédiatement, ce qu'on appelle aujourd'hui trou noir. Mais dans l'intervalle, d'autres découvertes théoriques et observationnelles en astronomie ont joué un rôle essentiel. En 1963, la découverte de quasars, c'est-à-dire le fait que des objets très lointains sont très lumineux. Aujourd'hui, on interprète ça comme des trous noirs supermassifs. Dès 1963, on a dit peut-être c'est la source d'énergie, c'est ce qui se passe autour d'un trou noir supermassif au centre d'une galaxie. Reuter a découvert une solution plus générale que la solution de Schwarzschild qu'on appelle aujourd'hui trou noir de Kerr, qui contient un deuxième paramètre qu'on interprète comme le moment cinétique, le moment angulaire en franglais, la quantité de rotation de ce trou noir. L'école russe, avec Doroshkevich, Zeldovich, Novikov, a joué un rôle essentiel pour comprendre que c'était des objets physiques. La découverte des pulsars observationnels a montré qu'il existait vraiment des étoiles à neutrons dans l'univers. Et puis, petit à petit, les gens se sont habitués à penser conceptuellement et mathématiquement la structure de l'espace-temps au voisinage de ce qu'on appelle aujourd'hui trou noir, dans les années finalement 68-69. Puis, il y a eu la découverte de sources X binaires, de sursauts gamma. Tout ça poussait à l'idée que ces objets existent vraiment dans l'univers, jusqu'en 2015, et j'en parlerai après, où on a eu une preuve très directe de l'existence de trous noirs, et on a vu des structures liées aux trous noirs. Maintenant, j'aimerais définir un trou noir. Alors, souvent, on donne une définition naïve des trous noirs, qui en fait remonte à l'anglais Mitchell et à Laplace, qui utilise le concept de vitesse de libération. Vous savez que si vous voulez propulser un objet à partir de la surface de la Terre, si vous le jetez avec une vitesse radiale en haut de plus grande que 11 km par seconde, elle va partir à l'infini. Donc il y a une vitesse de libération pour tout objet de masse m et de rayon r donné par cette formule. Si la vitesse de libération est plus grande que la vitesse de la lumière, ça veut dire que la lumière ne veut pas partir de cet objet, donc ça serait un corps obscur. Ça, c'est une première définition naïve à la Laplace. Mais en fait, voilà la vraie définition d'un trou noir. Je vais passer une minute à expliquer ça. Et cette définition, c'est ce qu'a compris Oppenheimer et Snyder en 1939, et surtout ce que l'école russe a compris à la fin des années 60, et aussi en Angleterre, Roger Penrose et d'autres. Ça, c'est Zeldovich et Igor Novikov. Donc, ça, c'est un diagramme d'espace-temps. Ça veut dire que le temps est la dimension verticale. Ici, l'espace est simplifié à 2 dimensions. Donc, les tranches ici à t égale constante, c'est un espace à 2 dimensions. Et ici, vous avez une étoile qui va s'effondrer. Donc, à l'instant initial, l'étoile a un grand rayon. Et puis, quand je prends des tranches à des temps supérieurs, le rayon est de plus en plus petit, c'est-à-dire que l'étoile s'effondre. On pourrait s'imaginer qu'une étoile va s'effondrer en un point. En fait, cette étoile, au moment où elle s'effondre, ce que newtoniennement, on dirait, elle va s'écraser sur elle-même en un point au centre, il se passe des choses beaucoup plus compliquées dans l'espace-temps. Il apparaît plusieurs structures. La première structure qui définit la surface du trou noir, c'est que dans cette région d'espace-temps, si vous émettez un rayon lumineux depuis ce qui est le centre de l'étoile en effondrement, ce rayon lumineux, au lieu de partir à l'infini, il se déplace à la vitesse de la lumière, mais il n'arrive pas à sortir. Et en fait, ce rayon lumineux, qui est un flash qui forme une sphère, va faire une bulle de lumière qui fait du surplace. Vous voyez que cette bulle de lumière, elle, après être partie, elle reste et son rayon ne grandit plus. Donc en fait, ça c'est la définition de la surface d'un trou noir. C'est une bulle de lumière qui fait du surplace parce qu'elle essaye de sortir. Localement, elle part à la vitesse de la lumière, mais tout se passe comme si l'espace était devenu fluide et s'écoulait à l'intérieur, et donc cette bulle n'arrive pas à sortir parce que l'espace s'effondre lui-même. Ça, c'est dans la théorie d'Einstein, mais ça, c'est une représentation mathématique de la solution de Schwarzschild prolongée analytiquement.
encore plus intéressant, à l'intérieur de cette structure, c'est-à-dire quand vous rentrez dans le trou noir, il n'y a pas un point au centre où il y a une espèce, toute la masse serait concentrée, il y a quelque chose d'infini. En fait, cette zone noire ici veut dire que l'espace-temps se déchire, l'espace-temps a dépassé sa limite d'élasticité, il n'y a plus d'espace-temps. L'espace-temps s'arrête, c'est un bord d'espace-temps. Donc à l'intérieur du trou noir, il y a l'inverse temporel d'un Big Bang, c'est-à-dire un Big Crunch, un arrêt du temps et de l'espace. Ça, c'est mathématiquement, tout ça a été inclus dans la formule écrite par Schwarzschild 2 semaines en décembre 1915, même s'il a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. Mais surtout, pendant longtemps, le trou noir a été conçu juste comme un espèce de puits de potentiel gravitationnel. C'est un endroit où il y avait de la masse. Donc, vu de l'extérieur, ça continue à attirer les corps autour. Donc, c'est un puits de potentiel gravitationnel qui est donné toujours par cette formule de Schwarzschild. Voilà la formule découverte par Roy Kerr qui contient 2 paramètres, la masse et ce paramètre A qui est lié au moment cinétique de cet objet. Parmi les premières personnes qui ont compris qu'un trou noir, ce n'était pas juste une solution mathématique des équations d'Einstein, mais que c'était un objet physique, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on va pouvoir penser physiquement, c'est Rejje et Wheeler qui ont, en 1957, Tullio Rejje donc, et John Wheeler, qui ont eu l'idée de se dire, mais pour savoir si c'est un objet physique, il faut savoir s'il est stable, donc je vais le perturber, je vais le bouger un peu, et voir s'il il part à l'infini, il se disloque de façon exponentielle, ou si c'est stable, comme une cloche que je cogne, et si elle vibre, j'ai là un objet qui vibre et qui retourne à l'équilibre. Et ils ont commencé ce travail en 1957, qui a été terminé en fait par l'Indien Vishveshvara, qui a découvert que quand vous perturbez un trou noir, en fait, il y a des modes de vibration amortis, comme les modes de vibration d'une cloche. Si vous avez une cloche, vous la cognez, elle va vibrer avec un certain nombre d'harmoniques, enfin qui ne sont pas des bonnes harmoniques d'ailleurs, qui sont des modes propres, mais qui vont être amortis parce que ça perd de l'énergie sous forme d'onde à l'extérieur. Donc ça montrait qu'un trou noir est un objet physique sur lequel on peut agir avec des modes de vibration. La prochaine étape, après une suggestion de Penrose, est due à Christodoulou et Ruffini en 1970, qui ont dit un trou noir a une masse, un certain moment cinétique, je vais peut-être pouvoir faire changer la masse et le moment cinétique en faisant tomber dans le trou noir des particules qui auront une certaine énergie, un certain moment cinétique, une charge électrique aussi, et voir quelle est la réponse du trou noir. Et en faisant ça, ils ont trouvé une formule qui s'appelle la formule de masse du trou noir, qui dit que le carré de la masse d'un trou noir peut s'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire elle a une fonction du moment cinétique. Vous voyez, ça c'est comme un terme d'énergie cinétique. Quand le trou noir tourne, il y a une quantité d'énergie comme I oméga carré liée à son moment cinétique. Ça c'est un terme d'énergie coulombienne. S'il est chargé électriquement, il y a une quantité d'énergie électrique. Et ça, c'est un terme supplémentaire, la masse dite irréductible. Et ce qu'ils ont démontré, ce qui est le contenu de cette formule, c'est que quand vous perturbez un trou noir en lui faisant tomber des particules dedans, cette masse irréductible ici ne peut qu'augmenter. C'est-à-dire elle n'évolue que dans un sens. On peut l'augmenter, mais jamais la diminuer. Très bien. Du coup, il y a quelque chose d'irréversibilité. En même temps, la conclusion, c'était que les trous noirs sont les plus grands réservoirs d'énergie libre de l'univers, en ce sens qu'ils peuvent stocker jusqu'à 29% de leur énergie de masse, E égale mc2, sous forme d'énergie cinétique de rotation, qui en principe peut être extractable, comme extrayable. Comme si vous avez un corps qui tourne, vous pouvez lui extraire l'énergie de rotation. Même chose pour un trou noir. Après, la physique des trous noirs a été étudiée plus profondément dans les années 70. On a compris que l'irréversibilité était liée à un résultat très général, que pour tout trou noir, c'est finalement la masse irréductible est une mesure de l'air du trou noir et que c'est l'air, la surface du trou noir, qui augmente toujours comme dans la thermodynamique, l'entropie augmente toujours. Il y a une quantité qui augmente toujours qui est l'air. Il y avait un analogue du premier principe de la thermodynamique, puis des lois plus précises ont été trouvées, en particulier un trou noir satisfait une loi d'Ohm, comme il a été trouvé dans les années 78. Par exemple, si vous pouvez faire rentrer un courant électrique par le pôle nord, vous faites sortir le courant électrique en injectant des charges de signes opposés qui rentrent dans le trou noir par le pôle sud, et vous avez une différence de potentiel V qui est égale à R fois I, la loi d'Ohm,
le potentiel et la résistance fois I, avec une résistance du trou noir que vous pouvez calculer exactement comme si la surface du trou noir avait une résistivité surfacique égale à 377 ohms. Et ça, c'est un résultat exact. En fait, ça veut dire 377 ohms, ça veut dire 4 pi, comme je l'ai appris de Rocard, père, grand-père. D'autres lois aussi irréversibles du trou noir concernent la viscosité d'un trou noir. Il a été possible de montrer que les trous noirs satisfaisaient, et là je montre quelques équations, voilà pour ce dont je viens de parler qui sont les lois d'Ohm, V égale RI, voilà la formule qui donne la résistance du trou noir qui est de l'ordre de 30 ohms, qui vaut 1 en fait dans les bonnes unités. Vous avez une loi d'Ohm à la surface du trou noir, voilà 4pi vaut 377 ohms. Une partie des équations d'Einstein, exactes, qui viennent de la théorie d'Einstein, s'écrivent comme ça, et quand vous regardez cette équation, vous vous rendez compte que c'est l'équation de Navier-Stokes, et que vous pouvez lire dans cette équation quelle est la viscosité de surface du trou noir, et vous trouvez un nombre exact, elle vaut 1 sur 16 pi, en unité où la constante de Newton vaut 1. Donc il y a des analogies profondes entre la physique des trous noirs et la physique des objets dissipatifs. Bien. Les trous noirs, à part leurs propriétés physiques, jouent un rôle central en astrophysique qui va être discuté de façon plus complète dans les exposés qui suivent. En particulier, l'idée, c'est qu'il y a des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil, et donc, après leur évolution, comme elles ne peuvent pas finir sous forme d'étoiles à neutrons, parce que la masse limite des étoiles à neutrons est de l'ordre de 2,5, peut-être 3 fois la masse du Soleil, il faut bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, depuis longtemps, on suppose qu'elles forment des trous noirs. Donc, dans notre galaxie, des étoiles de 50 masses solaires pourraient donner des trous noirs de 10-15 masses solaires, et on a trouvé des sources X binaires qui s'interprètent effectivement comme des trous noirs d'une dizaine de masses solaires, autour desquels il y a un disque de gaz qui est pris d'une étoile compagnon autour, une étoile normale, et c'est le disque de gaz qui est chaud et qui émet, ce n'est pas le trou noir qui émet. Le même type de système, c'est-à-dire des disques qui émettent de la lumière et qui peuvent émettre des jets relativistes, on pense qu'ils existent aussi avec des trous noirs supermassifs au centre des galaxies. Ça sera le sujet d'un exposé successif. Une preuve qui jusqu'à présent était une des preuves les plus directes qu'il y a bien des trous noirs dans l'univers, vient du centre de notre galaxie, où les travaux en particulier de Reinhard Genzel et d'autres ont montré qu'en suivant ça c'est le centre de notre galaxie, vous voyez des étoiles. Ces étoiles, pendant 10 ans, 15 ans, on les voit bouger sur le ciel. Ça, c'est, vous voyez, chaque année, c'est la position de l'étoile. Et quand vous en faites plusieurs, vous voyez que ces étoiles tournent selon des ellipses keplériennes autour d'un foyer central de l'ellipse au sens mathématique. Vous pouvez calculer la masse qu'il faut mettre dans ce foyer pour que ces étoiles tournent sur des trajectoires keplériennes et vous trouvez 4 millions de fois la masse du Soleil. Une des preuves expérimentales les plus directes que nous avons que les trous noirs non seulement existent, mais sont décrits par la théorie d'Einstein, sont les observations récentes de LIGO-Virgo, publiées pour la première fois le 12 février 2016, parce que ces observations sont interprétées comme étant le signal dû à le mouvement de deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre pendant en fait des millions d'années, mais à la fin ça dure quelques dixièmes de seconde, ils tournent de plus en plus vite et les deux trous noirs se rapprochent et fusionnent. Vous pouvez imaginer comme deux bulles de savon qui, quand elles s'approchent trop, vont fusionner pour faire une seule bulle de savon. Et comme Vishveshvara l'avait prédit, quand vous formez un trou noir en fusionnant deux trous noirs, il ne va pas être à l'équilibre au début où vous formez cette nouvelle bulle de savon, et donc ça va vibrer avec les modes de vibration d'un trou noir qui, en fait, n'ont pas été observés en grand détail, mais il a été démontré que le signal observé est compatible à 96%, c'est-à-dire modulo une incertitude de 4%, par la prédiction complètement précise de la relativité générale. Bien. Depuis, les observations de LIGO-Virgo ont observé 5,5 systèmes de ce type-là, des trous noirs d'ailleurs plus massifs que ceux qu'on observe dans notre galaxie. Et dans le futur, c'est-à-dire dans 2-3 ans, LIGO-Virgo devrait voir tous les jours une coalescence de trous noirs binaires.
Juste une introduction aux propriétés quantiques du trou noir qui vont être développées dans l'exposé suivant. C'est une idée qui remonte au jeune physicien Jacob Bekenstein, qui était du Mexique originalement et qui est ensuite allé en Israël, où il est mort récemment. Jacob Bekenstein a repris le résultat de Christodoulou, Ruffini et Hawking, qui avait une quantité dans la physique des trous noirs qui augmentait tout le temps. Et il a montré plus précisément que quand vous faites tomber une particule dedans, on peut interpréter cette quantité en la multipliant par un certain facteur comme une entropie, en ce sens que quand une particule tombe dedans, vous perdez un bit d'information, en gros, et donc cette quantité augmente d'une quantité 1. Grâce à ça, il a deviné une formule qui disait qu'on doit attribuer au trou noir, à tout trou noir, une entropie qui représente une information cachée à l'intérieur ou qui a été perdue, et une fois que vous avez la thermodynamique, une température associée. Mais son calcul ne permettait pas de fixer le coefficient devant l'entropie. Ça a été fixé par Hawking, qui a découvert que quand vous créez des paires virtuelles à l'intérieur du vide quantique ici dans l'espace-temps, il y a une paire qui peut être absorbée par le trou noir, une qui est part à l'infini. Ça donne une température du trou noir qui a été calculée par Hawking. Et à partir de la température, vous pouvez fixer le coefficient dans l'entropie du trou noir. Vous trouvez un quart. D'autres aspects de l'entropie des trous noirs, c'est que le rapport entre la viscosité et l'entropie, par exemple, vaut exactement 1 sur 4π, qui sont des propriétés universelles des trous noirs. Certains problèmes restent ouverts, enfin beaucoup de problèmes restent ouverts dans la physique quantique des trous noirs, en particulier, qu'est-ce qui se passe quand le trou noir est complètement évaporé avec l'information, l'état pur qui a créé le trou noir. Je voudrais aussi dire que, ici j'ai dit que du point de vue de la physique classique, on comprend, les physiciens pensent comprendre la physique des trous noirs. En fait, du point de vue mathématique, ça n'est pas le cas. Du point de vue mathématique, le problème essentiel qui est de savoir est-ce que quand une étoile s'effondre, vous formez vraiment un trou noir ou une singularité de l'espace-temps qui serait nue que vous pourriez toucher. En fait, ce problème n'est pas résolu mathématiquement, il est trop difficile pour les méthodes mathématiques. Même des problèmes plus simples, je vous ai dit, il y a des solutions connues, Schwarzschild, Kerr, les physiciens ont démontré, entre guillemets, que ces solutions étaient uniques et stables. En fait, l'unicité n'est pas démontrée mathématiquement et la stabilité n'est pas démontrée mathématiquement rigoureusement, même s'il n'y a pas énormément de doutes. Quelque chose qui est encore plus mystérieux, c'est que j'ai dit probablement à l'intérieur d'un trou noir, ce qui se passe, c'est qu'il y a un big crunch, c'est-à-dire que l'espace-temps s'arrête à une espèce d'hypersurface d'espace-temps qui est comme un instant t égale à 0, mais dans le futur, un t max, au-delà duquel il n'y a plus ni temps ni espace. En fait, on ne sait pas, ni physiquement ni mathématiquement, si la structure a vraiment cette singularité dite space-like. Ça, c'est des problèmes mathématiques ouverts. Je ne vais pas lire tout ça. Mes conclusions, c'est juste un résumé qui est écrit ici. Je voulais juste dire que, en fait, il faut bien voir que le trou noir, pourquoi il a fallu 50 ans pour le prendre au sérieux, c'est qu'il y a une violence conceptuelle énorme dans le concept de trou noir. C'est pas du tout une solution à la Laplace et Mitchell, c'est tellement violent et c'était à la fois caché et évident dans les équations qu'il a fallu beaucoup de temps et beaucoup de découvertes observationnelles pour se convaincre que c'était des objets qui existaient en physique, qui existaient en astrophysique, qui existaient mathématiquement, et aujourd'hui on en est convaincu. Merci. Merci pour cette introduction. On va passer à des questions. Je pense qu'on a le temps, une dizaine de minutes de questions. Donc, qui veut commencer? Donc, Alain Aspect, de ce côté-ci. Une question très naïve. Est-ce que la solution de Laplace, ou le rayon de Laplace, avait un ordre de grandeur correct ou ça n'a absolument rien à voir? Non seulement il a un ordre de grandeur correct, mais même le facteur 2 est correct. Voilà. Si tu fais le calcul d'une certaine façon, c'est le bon rayon. La vitesse de libération donne exactement le rayon de Schwarzschild. La physique est formidable. C'est l'analyse dimensionnelle dans ce cas-là qui est formidable. De ce côté-ci. Oui. Je voudrais savoir si jamais, entre le rayon de Schwarzschild, qui n'est pas une réalité physique, qui est une réalité en dessous, tout tombe, au-dessus, ça peut orbiter. Est-ce qu'entre ce rayon de Schwarzschild, cette sphère de Schwarzschild et la singularité, qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce qu'il n'y a que du vide? Est-ce qu'il peut y avoir des fluctuations du vide? Qu'est-ce qu'il y a entre la singularité centrale et le volume de Schwarzschild? Alors, quand on rentre à l'intérieur, d'abord, vu de l'extérieur, c'est une sphère, il y a une sphère au sens géométrique qui a une surface finie. À l'intérieur, formellement, il y a un volume infini d'espace. C'est-à-dire, dans l'espace, vous pouvez aller très loin, mais en revanche, c'est très limité dans le temps. Pour un trou noir de 10 masses solaires, vous avez 10-4 secondes, un dixième de milliseconde avant que le temps s'arrête, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de temps. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Du vide, mais qui ne dure pas longtemps. Au niveau classique. Pierre Léna, donc ici à droite. La matière dont tu as qualifié la masse, est-ce qu'on peut différencier entre de la matière baryonique et de la matière noire? Non. Une fois qu'un trou noir est fermé, par exemple, si on forme un trou noir avec des baryons ou des antibaryons aussi, il n'y a pas de différence. L'information que c'était des protons, des antiprotons, des neutrons ou des anti est totalement perdue. Et aussi, si la matière noire est faite de particules massives, si tu formes un trou noir avec de la matière noire, tu ne sauras pas si ça a été fait de matière noire ou de neutrons. S'il n'y a pas de charge conservée que tu peux voir, ce qui n'est pas prévu. Comment expliquez-vous l'accroissement d'entropie de la coalescence des deux trous noirs? Il semble que pour les 5 événements, cet accroissement soit de l'ordre de 1,5. Je ne suis pas sûr. 1,5 quoi? C'est la surface... En pourcentage? En pourcentage. La surface de l'air des deux trous noirs progéniteurs et la surface du trou noir final. Tout à fait. Le théorème de Christodoulou et Ruffini montre que tout processus irréversible va augmenter la surface. Si vous faites une irréversibilité légère, vous laissez tomber des petites particules, vous augmentez assez peu la surface du trou noir et vous pouvez le faire de façon quasi adiabatique. Si vous voulez augmenter la masse d'un trou noir sans augmenter sa surface, par exemple, il faut déposer une particule juste à la surface à une vitesse nulle, en un certain sens, pour qu'elle rentre juste comme ça, qu'elle donne de l'énergie potentielle, mais pas d'énergie cinétique où elle tomberait dedans. Les deux trous noirs qui ont fusionné, effectivement, c'est un processus violent, très irréversible, où ils se sont cognés en un certain sens à une grande vitesse. Donc, je n'ai pas fait le calcul, mais effectivement, c'est irréversible. Donc, il est normal que la somme des aires, enfin l'aire finale soit plus grande que la somme des aires au départ. Oui, mais pourquoi elle est la même pour les 5 ou 6 Ah non, événements? ça c'est juste de l'analyse dimensionnelle. La plupart, la dépendance par rapport au rapport de masse, okay, il y a une dépendance, ça dépend du rapport de masse. Si vous faites tomber un tout petit trou noir dans un grand, ça ne va pas être la même augmentation fractionnaire de l'air. La dépendance par rapport au rapport de masse des deux est une fonction qui atteint son maximum à les masses égales, et toute fonction qui a un maximum à une masse égale est pratiquement constante dans une plage assez importante autour. Donc en fait, il est normal que l'accroissement d'entropie soit à peu près plate comme fonction pour ce qui a été observé, qui ont des rapports de masse de l'ordre de l'unité. Merci. Comment pouvez-vous utiliser sa réticence et les équations de la relativité générale alors qu'elles ne sont pas quantiques? D'abord, comme on va l'entendre dans l'exposé qui vient, il est vrai que les équations de la relativité générale sont une approximation classique. La théorie des cordes montre, en revanche, que quand vous faites une théorie quantique de la gravitation, sans connaître du tout la théorie d'Einstein, mais que vous posez la question de quantifier des cordes, et les cordes contiennent en fait un mode de vibration qui est un graviton, vous trouvez que toute la théorie d'Einstein en sort nécessairement. C'est-à-dire que la structure de la théorie d'Einstein est telle que quand vous faites la théorie quantique de la gravitation, vous trouvez nécessairement toute la structure d'Einstein. Donc en fait, il est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une théorie quantique de la gravitation complètement comprise de A à Z.
mais de loin, on sait que la théorie d'Einstein est à 99% compatible avec la physique quantique de ce point de vue-là. Oui, vas-y. Je voudrais revenir sur les modes de vibration dont tu parlais. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus? Est-ce qu'ils ont un bon facteur de qualité? Est-ce qu'ils sont peuplés thermiquement? Est-ce qu'on peut détecter un rayonnement associé à ces modes? Alors, ils ont un très mauvais facteur de qualité, en ce sens qu'ils décroissent très vite. Le facteur de qualité est de l'ordre de l'unité en général, sauf pour certains modes, pour des trous noirs qui tournent pratiquement au maximum, où là, ils arrivent à avoir un facteur de qualité plus grand que 1. En général, ces modes sont damped, amortis très rapidement. C'est une mauvaise cloche. Pardon, c'est une mauvaise cloche, oui, oui. En plus, ils ne sont pas du tout harmoniques. Mais ce qui compte, c'est qu'ils existent. En fait, on démontre que lors de la fusion de deux trous noirs, tu excites surtout le mode fondamental. Pendant un bref moment, il y a 5 ou 6 modes qui sont excités, mais qui se décroît encore plus vite. Donc, celui qui reste une fois un facteur de vibration du premier, c'est le mode fondamental. Donc, c'est surtout celui que tu vois. Et ils ne sont pas peuplés ici thermiquement, parce que si tu le crées une fois, c'est un processus dynamique. Hein. Tu cognes 2 cloches, ça fait une cloche plus grande qui vibre. Voilà. C'est ce qu'on a vu sur les signaux, non, en fait, l'essentiel, je ne vais pas montrer ici, je l'avais montré il y a quelques mois, il y a un an. Ce qu'on voit ici, c'est encore les 2 trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. La partie qui devrait être le mode de vibration apparaît sur les calculs analytiques et numériques ici. Ça, c'est la partie. Ici, c'est le moment de la fusion. Voilà, le maximum du signal, de l'amplitude du signal, c'est la fusion. Après la fusion, ici, on voit, voilà, c'est amorti très vite. On voit une vibration. Mais si on regarde maintenant les données, elles sont complètement bruitées. Donc, les gens de LIGO Virgo ont fait beaucoup d'efforts pour montrer que tout de même, on arrive à sortir à 50% près, qu'on a vu à peu près le quasi-normal, que c'est compatible. La preuve directe que je citais, 96%, veut dire l'overlap entre ça et tout le signal, y compris le mode de vibration, mais le mode de vibration ne joue qu'une petite fraction de ça. Édouard Brézin, là, juste. Cette merveilleuse formule de Bekenstein-Hawking a quand même un grand mystère, car elle n'est sensible à rien. En d'autres termes, si les modes des degrés de liberté de particules qui tomberaient dans un trou noir étaient augmentés, par exemple s'il y avait plus de saveur que ce que nous connaissons, a priori, il y a une croissance d'entropie plus grande lorsqu'on perd une particule qui a un degré de liberté supplémentaire. Or, cette formule est insensible à cela. Est-ce que ça signifie, la seule façon de s'en sortir est d'imaginer que s'il y avait plus de degrés de liberté, la constante de Newton serait différente? Autrement dit, est-ce que cette formule implique nécessairement qu'il y a un couplage entre gravitation, qui là est sous la forme de la constante de Newton, et les autres interactions des particules élémentaires? En partie, oui. Ça, effectivement, tu touches là un point important. Initialement, Bekenstein disait naïvement l'entropie, c'est le nombre de façons de former un trou noir, y compris le nombre d'espèces. Et là, il y a le problème, si on multiplie les espèces, on aura n'importe quoi, etc. Une partie de ce que tu dis a été techniquement prouvée, en ce sens qu'une partie de cette entropie, à un certain moment, les gens ont dit « Ah oui, l'entropie du trou noir, c'est une entropie de entanglement, d'intrication ». C'est-à-dire le fait qu'on n'a pas accès à l'intérieur veut dire qu'on a la physique quantique à l'extérieur et donc je vais calculer l'entropie de von Neumann de tous les modes à l'extérieur. Mais ça, c'est infini, en fait. Ça dépend du cutoff. Mais ce que tu démontres en le faisant, que c'est exactement l'infini qui est contenu dans la renormalisation de G, qui est aussi infini. Donc effectivement, ça supprime cet infini-là. Ça explique une partie du fait que quand tu augmentes le nombre de modes possible de la théorie quantique des champs, c'est absorbé dans G, mais ça n'explique pas tout. Je vais laisser à Pierre Van Hove le soin d'expliquer encore. Il reste des mystères. Ne nous cachons pas, cette formule, avec son universalité, on ne comprend pas encore profondément. La théorie des cordes, dans certains cas, dit qu'avant que le trou noir soit formé, quand un objet, on peut compter son nombre d'états, ça donne bien le 1/4, donc c'est déjà remarquable, mais c'est des objets particuliers.
que cette formule soit toujours vraie et reste un mystère. On ne sait pas quels sont les états microscopiques d'un trou noir une fois formé. On va s'arrêter là. Merci beaucoup.